Ok, bonjour à tous. Donc, on attaque la capsule 112, donc deuxième capsule dans cette première section de cette première partie, donc sur les données et les observations. Donc, on continue sur cette discussion entre observation et expérimentation. Donc là, je vais exclusivement me focaliser sur les données d'observation et discuter un point important qui est le biais qu'on peut avoir, en tout cas quand on utilise des données observationnelles. Donc, il y aura deux capsules qui reviendront sur ce point. Donc, aujourd'hui, je fais une espèce de point de vue un peu général sur les biais. Et la prochaine capsule parlera exclusivement des biais d'omission de variables, donc du paradoxe de Simpson, et ce genre de choses. OK. Donc, là aussi, j'avais fait une petite introduction dans la toute première capsule en vous disant que donc c'était le garbage in, garbage out. Si jamais j'entre des données qui sont garbage, en tout cas qui ont un souci, il ne faut pas espérer avoir des choses intéressantes en sortie. Donc il n'y a rien de nouveau dans ce que je dis, je reprends des choses que disait Babbage. Donc Babbage, c'était un des pionniers de l'informatique, avec Lovelace, euh, puisque maintenant on sait que Lovelace avait joué une part importante dans les travaux publiés par Babbage. Mais Babbage avait dit dès le début, enfin en tout cas on lui avait posé la question de qu'est-ce qui se passe si jamais on vous donne des choses fausses en entrée, est-ce que c'est possible d'avoir des choses vraies en sortie? Et lui avait été effectivement un peu surpris de la question en disant comment est-ce que vous pouvez venir à l'idée, comment ça peut vous venir à l'idée qu'en mettant des choses fausses en entrée, on aurait des choses vraies en sortie? Euh, et assez souvent, on oublie effectivement que en mettant n'importe quoi en entrée, effectivement, potentiellement, on peut récupérer des choses correctes en sortie, mais il y a quand même peu de chances. Donc, contrôler ce qu'on va mettre à l'entrée de notre algorithme, c'est ça dont on parle dans ce cours, donc de ce qu'on va mettre à l'entrée de notre modèle, euh, est fondamental. Okay, donc, je reprends. Là aussi, vous pouvez aller regarder des Dilbert. Donc, Dilbert, c'est la base de la philosophie de la construction de modèles. Mais voilà, si jamais j'ai pas des bonnes données, si jamais j'ai pas confiance dans mes données, ça sert à rien d'aller plus loin parce qu'on aura absolument n'importe quoi. Donc il y a toutes sortes de biais qui peuvent apparaître dans les études. Je reviens sur un cas d'école qui est connu depuis assez longtemps, qui est l'élection de 1936 aux États-Unis, donc Lyndon contre Roosevelt, euh, pour lesquels on a vu, alors, on a vu apparaître quelque chose d'important, qui était c'est la naissance de la théorie de l'échantillonnage, en fait. Si je résume un peu rapidement, puisque donc pour revenir sur ce qui s'était passé à l'époque, donc il y avait le Literary Digest, qui était un journal assez populaire, qui avait plusieurs centaines de milliers, voire millions de lecteurs, avait voulu faire un sondage. Okay. En tout cas, interroger ses lecteurs sur les intentions de vote qu'ils avaient. Et donc, ils avaient envoyé une espèce de bulletin de vote fictif. Ils leur avaient demandé de renvoyer et avaient collecté tous les chiffres et avaient dit, pour nous, il n'y a aucun doute, London va gagner. Et force est de constater qu'ils avaient un nombre très important de votants, puisque de mémoire, c'était quand même 2 ou 3 millions de personnes qui s'étaient exprimées. Donc, on pourrait parler de big data. Okay, donc, on avait un gros volume de données. Donc, à l'époque, le journal s'était prononcé, avait dit de manière très claire, il n'y a aucun doute pour nous, London va gagner contre Roosevelt. Et à l'époque, Gallup, qui est un institut de sondage, avait commencé à faire des premières études et avait sondé la population en utilisant des principes statistiques un peu plus propres, qui est cette notion d'avoir une population qu'on interroge plus proche de la population réelle. Donc, c'est l'histoire d'échantillonnage, donc je vais juste insister un petit peu là-dessus, parce que c'est le point clé dans cette partie. Donc, le fait qu'on ait donc l'échantillonnage veut dire qu'on veut des populations qui soient représentatives de la population réelle. Okay, donc, si jamais ma population est composée à moitié d'hommes et à moitié de femmes, je vais m'arranger pour avoir la moitié d'hommes et la moitié de femmes dans la population que j'interroge. Si jamais le revenu moyen est de temps dans ma population totale, je vais m'arranger pour que dans mon échantillon, le revenu moyen soit à peu près le même. Et en fait, c'est là où il y a eu un problème dans l'étude du Literary Digest, et qu'on se doute que les personnes qui lisaient ce journal avaient en fait un revenu plus élevé que le reste de la population votante. Okay. Et donc, il y avait eu un biais d'échantillonnage dans leur étude. Et en fait, l'étude de Gallup avait dit que la victoire de London n'allait pas claire du tout.
et avait remis en question, et en fait avait obtenu des résultats qui étaient beaucoup plus proches que ce qu'avait obtenu le Terry Digest. Donc, ce qu'avait montré cette étude, c'est qu'en fait, on peut, enfin, ce cas d'école, c'est qu'on peut obtenir des résultats nettement meilleurs, en tout cas des prévisions bien meilleures, en utilisant un petit groupe qu'en utilisant un gros groupe. Donc, c'était pas l'idée était arrêter d'essayer de trouver l'exhaustivité. Ça sert à rien d'essayer d'interroger tout le monde. Si jamais vous interrogez un petit groupe, ça peut suffire. Donc, c'est vraiment la philosophie inverse du big data qui consiste à dire ça sert à rien d'avoir des données massives. Si jamais vous avez des petits jeux de données qui sont bien construits, vous pouvez parfaitement prédire toutes sortes de choses. Et c'est quelque chose qui est resté fondamental, et je pense que ça a été la base de toute la statistique, disons, de 1936 ou 1940 à 2000 quasiment, ou 1990. Okay, donc on a passé toute cette époque à se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire quand on a peu de données. À partir de 2000, et en gros à partir du moment où on a commencé à avoir des données massives qui arrivent avec Internet, la question, le paradigme a changé, mais à l'époque c'était vraiment cette idée de est-ce que je peux avoir un tout petit jeu de données et malgré tout dire des choses intelligentes avec ce jeu de données. Et c'était effectivement ce que montrait cette étude, c'est que si jamais je sélectionne mal la population, je vais avoir un biais d'échantillonnage qui peut avoir des conséquences dramatiques. C'est-à-dire que l'estimateur qui avait été proposé par le Terry Digest, il est mauvais. Okay, et donc, il vaut mieux prendre des petits jeux de données bien construits que des gros jeux de données mal construits. Donc, la notion d'échantillonnage, elle est essentielle ici. Autre biais, alors ça coupe un petit peu, je vous encourage à aller voir les PDF des slides parce qu'ils sont plus propres que ce que je vous promets sur les vidéos. Mais, donc le deuxième, c'est un biais de survie. Donc ça, c'est un autre biais qui est relativement connu, connu. C'est toujours facile après coup de se rendre compte que c'est évident, mais ça avait beaucoup surpris. Et là aussi, je reviens à peu près à la même époque que l'élection de Roosevelt. Donc on est pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'était donc des questions qui avaient été posées à des statisticiens au Royaume-Uni. Donc Vald avait participé à ce questionnement. La question était comment est-ce qu'il faut renforcer la carlingue de nos avions, donc les avions anglais qui partaient bombarder en Allemagne et qui revenaient, ou pas. D'où cette idée de biais de survie. Donc, classiquement, ce que dit un statisticien, c'est pour savoir ce qu'il faut renforcer, il me faut des données. Donc, on lui a apporté des avions. Donc, voilà un exemple d'avion. Alors, c'est un dessin fictif, je l'ai emprunté sur Wikipédia. On récupère ce genre de données. Et donc, ce que dirait n'importe... Je ne vais pas faire de l'antimilitarisme primaire, mais ce que dirait n'importe quel militaire, c'est il y a des trous sur les ailes, il y a des trous sur la queue, renforçons les ailes et la queue. Et Vald a dit, c'est le contraire. Il ne faut pas du tout renforcer les ailes et la queue, il faut au contraire renforcer les parties qui n'ont pas été touchées. Donc il faut renforcer plutôt au niveau des moteurs et au niveau de la tourelle. Alors, la raison, elle est toute simple. C'est typiquement le biais de survie. C'est-à-dire que si jamais vous avez récupéré ces carlingues d'avion que vous me montrez pour que je regarde où elles ont été touchées, si jamais vous me les avez passées, c'est que ces avions sont revenus. Donc, si jamais l'avion est revenu criblé d'ailes, criblé de trous sur les ailes, c'est que c'est pas grave. On peut revenir. Par contre, si jamais vous ne trouvez aucun avion qui ait des trous à la fois au niveau du moteur et au niveau de la tourelle, c'est que ces avions ne sont pas revenus. Il n'y a pas de... et l'idée sous-jacente, elle est simple, c'est que les tireurs allemands, ils ne visent pas. Ils tirent un petit peu au hasard, et donc la distribution des trous devrait être uniforme sur tout l'avion. Okay, donc, à la base, quand ils se font tirer dessus, c'est uniforme partout. Ce qui revient, c'est juste les avions qui ont des trous au niveau des ailes et au niveau de la queue. Dans ces cas-là, c'est que ceux qui ne sont pas revenus, ils ont été fusillés au niveau du moteur et au niveau de la tourelle. Et donc, c'est là qu'il faut renforcer. Donc le biais de survie, ça paraît évident, mais il nous force à raisonner de manière un petit peu parfois contre-intuitive. Et le problème, c'est qu'il apparaît partout. Encore une fois, j'ai longuement enseigné en économie. En économie, c'est la même chose. Quand on va faire des analyses par déplacements financiers, on va toujours récupérer uniquement les personnes qui ont fait des placements sur des grandes périodes et qui ont survécu. Okay, ceux qui ont fait des placements et qui ont perdu, généralement, on ne les voit plus. Donc, le problème, c'est qu'on a toujours ce biais de survie qui est essentiel parce qu'on regarde uniquement ceux pour lesquels on a des données. Donc ça, il faut vraiment en tenir compte. Je renvoie à un autre article qui était assez marrant, qui était ce petit article sur les chats, qui était une question qui avait été posée. L'article est intéressant parce que la question qui se posait, c'était qu'est-ce qui se passe quand on laisse tomber un chat? Donc,
Il y a des théories qui expliquent que les chats retombent sur leurs pattes, et assez souvent, étrangement, ne se blessent pas, même quand ils tombent de très haut. Et à une époque, certains avaient essayé de demander à partir de quand est-ce qu'un chat se blesse. Donc, je ne vais pas dire qu'il y a des expériences qui ont été faites, mais disons qu'au niveau des données qui avaient été collectées, plus les chats tombaient de haut, plus leur chance de. Enfin, moins ils se faisaient mal quelque part. Donc, ça a paru assez troublant. En fait, c'est juste que les chats qui tombaient de trop haut, ils mouraient et on n'observait pas si jamais ils avaient eu mal à la patte ou quoi. Donc, il y a eu un biais de survie dans ces études qui était énorme et qu'on donnait des mauvaises conclusions. Je donne aussi un autre petit exemple sur lequel on reviendra quand on fera des modèles de classification, c'est les données du Titanic. Donc, le Titanic est ce bateau qui a coulé il y a un siècle. Et donc, on a pas mal d'informations. Donc, on jouera un petit peu avec parce que l'exemple est assez marrant. On sait si la personne a survécu ou décédé, on a le genre, on sait si la personne était en première, seconde ou troisième classe, on a son âge. Donc, on a pas mal d'informations et on peut se demander est-ce que je peux deviner qui va survivre dans le naufrage du Titanic. Mais il y a une variable qui est importante, c'est l'âge. Le problème, c'est que l'âge, elle est parfois non remplie. Donc, on a parfois des données manquantes. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'elles sont souvent manquantes quand les personnes n'ont pas survécu. C'est que toutes les personnes qui ont survécu au naufrage du Titanic, on les connaît très bien. On a leur prénom, on connaît toute leur famille, on a absolument tout. Le problème, c'est que les personnes qui sont mortes, en particulier chez les personnes pauvres, les plus pauvres, donc troisième classe, assez souvent, ils avaient un ticket, mais on n'aurait pas demandé leur âge. Donc, en fait, il y a un problème qui est que les données qu'on a sont biaisées par la survie ou pas. Là, c'est vraiment un biais de survie dans le naufrage du Titanic. Donc, les données qu'on a gardées sont en partie biaisées. Enfin, on a ce biais, en tout cas, dans nos données, puisque les informations remplies correspondent à des personnes qui ont effectivement survécu, exactement comme les avions pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce biais de survie, il est essentiel. Il faut vraiment l'avoir en tête parce que sinon, on peut faire des mauvaises interprétations au niveau des données. Autre exemple, donc là, je vais peut-être aller un peu plus vite, mais c'est un biais de confirmation. Donc, le biais de confirmation, c'est le fait que. Alors, il est souvent présenté d'un point de vue cognitif, d'accord? Donc, c'est le fait qu'on on a un jugement, on a un préjugement en tout cas, qui est souvent biaisé. Donc, c'est le fait que est-ce qu'on a toujours l'impression que c'était mieux avant? Voilà. Donc, quand on va faire des études, on va assez souvent se demander est-ce que c'était vraiment mieux avant ou pas? Mais on a en tête l'idée que c'était mieux. Mais en fait, on peut l'analyser d'un point de vue statistique. Et en particulier, il y a des biais alors, qui sont plus au niveau de la publication. C'est que les scientifiques vont se poser des questions, vont essayer de les tester. Mais assez souvent, les tests vont être menés de telle manière qu'on cherche à confirmer une idée préconçue qu'on avait. Donc le fait qu'on essaye de confirmer quelque chose, ça biaise énormément les résultats. Je parlerai, parce que derrière se cache un problème statistique essentiellement à cause de la notion de significativité, c'est qu'on va essayer de transformer les données pour valider une hypothèse. Donc il y a un biais énorme là-dedans, en particulier. Donc, quand je parlerai de significativité, je parlerai significativité, c'est associé à la notion de p-value. Et la p-value, c'est associé à du p-hacking, qui consiste à trafiquer les données pour récupérer des chiffres qui soient significatifs. L'essentiel, et c'est ce qui est expliqué dans ce papier que je vous encourage à lire, d'ailleurs je l'ai mis dans les devoirs pour ceux qui veulent l'analyser, ça avait donné lieu à une publication qui est intéressante, c'est pourquoi la plupart des résultats publiés sont faux. Et en fait, alors le titre est forcément provocateur, hein, mais la question qu'il pose est relativement juste, en disant que je peux publier qu'à condition que j'ai quelque chose de significativement intéressant à proposer. Les papiers qui disent j'ai fait une étude, j'ai rien observé, généralement sont moins bien publiés. Donc, comme on est dans cette logique de course à la publication dans le monde académique, les articles qui sont publiés sont ceux qui établissent un fait. Et donc, je vais parfois, éventuellement, alors quand je dis je me place en tant que scientifique, mais si jamais j'ai des données et que je veux valider un point, je vais éventuellement faire la sélection de certaines variables en disant je vais peut-être exclure certaines personnes de ma base de données et je vais invoquer toutes sortes de raisons. Et que le problème, c'est que les raisons qui sont invoquées le sont rarement sur un critère statistique, alors que la finalité est vraiment statistique. Le but est d'avoir un échantillon qui me permette de confirmer mon hypothèse. Donc, cette hypothèse, ça pose un problème. Alors, je le mets dans cette catégorie des données parce que ça veut dire que certaines données qui sont utilisées dans des études sont biaisées parce que les chercheurs ont exclu certaines observations essentiellement pour pouvoir établir des résultats. Je vais revenir aussi sur un autre exemple,
que je mets dans la catégorie données, mais qui est plutôt dans cette catégorie d'analyse. C'est un biais, ce qu'on appelle un biais de corrélation, et qui est un biais associé au gros volume de données. C'est que quand vous avez des données massives, donc ce que j'appelle massif, c'est pas que vous avez beaucoup d'individus, c'est que vous avez beaucoup de variables. Quand vous avez beaucoup de variables, bah, vous allez toujours trouver des variables corrélées alors que ça n'a pas de sens. Donc j'ai repris un exemple qui est assez populaire parce que c'est assez marrant. C'est ce site sur les spurious correlation qui s'amuse à croiser absolument n'importe quoi, comme je prends le deuxième qui est le taux de divorce dans le Maine et la consommation par habitant de margarine. On a deux grandeurs qui n'ont absolument aucun intérêt, sauf que quand on regarde les deux séries, elles ont un R2, une corrélation de 0,99. Voilà. Donc on a des séries qui sont très très corrélées. Ça ne veut absolument pas dire qu'on a une relation causale. Okay, c'est pas parce qu'on a beaucoup de consommation de margarine qu'on va décéder davantage ou ce genre de choses. Encore une fois, la consommation de margarine, c'est même pas dans le Maine. Okay, donc ça peut donner lieu à des corrélations qui n'ont pas de sens. Enfin, en tout cas, oui. En tout cas, l'association, je ne vais pas pouvoir lui donner un sens. Okay, elle est valide, mais je peux pas, je peux rien en faire en fait. J'observe des corrélations, point. Donc c'est juste qu'avoir trop de données, il faut faire très attention parce que ça va nous créer du bruit. Alors, dans deux cas particuliers, enfin surtout dans deux cas particuliers, le premier c'est cet exemple-là qui correspond à des séries temporelles. C'est que quand vous avez des séries chronologiques, et là on est sur des séries chronologiques sur une dizaine d'années, okay, avoir une série de 10 points qui sont croissants, c'est très facile à avoir. Avoir des séries de 10 points qui oscillent, c'est très facile à trouver. Vous prenez 1000 séries qui sont n'importe quoi, vous allez pouvoir trouver des séries corrélées et qui n'ont pas de sens. Donc, par exemple, ici, on a le nombre de lancements de véhicules spatiaux non commerciaux et le nombre de doctorats en sociologie aux États-Unis. Les deux séries sont très corrélées, mais c'est juste parce que je peux toujours trouver des séries sur n'importe quoi qui sont corrélées. Donc, sur les séries temporelles, c'est très facile. J'ai pris un autre exemple en bas que j'avais pris dans un article il y a quelques temps, qui était, alors c'est des données en France par département, donc c'est une centaine de zones géographiques administratives sur le territoire français. Et ce qu'on peut montrer, c'est que ce qu'on peut avoir assez facilement, c'est des données qui sont très, très, très corrélées. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui utilise ça comme étant un lien causal, donc en particulier dans un contexte politique, donc en montrant que, par exemple, les votes pour les partis extrêmes, les cartes en tout cas qui montrent les votes importants pour les partis extrêmes correspondent à peu près aux cartes qu'on a pour des indices d'inégalité. Okay, donc les endroits les plus inégalitaires sont aussi les endroits pour lesquels on vote le plus pour les extrêmes. Mais ça, c'est juste une corrélation. En aucun cas, on établit un lien causal. Okay, là, je peux aussi vous montrer des cartes pour lesquelles j'ai des corrélations qui sont très, très fortes entre le nombre d'agences de publicité et l'espérance de vie, ou entre le nombre de licenciés qui jouent au tennis et l'espérance de vie. Okay, donc, on a plein de séries qui sont corrélées, mais je n'ai pas apporté la moindre explication. Okay, donc, c'est juste que c'est corrélé, mais encore une fois, et c'est facile à faire, ce genre d'exercice. Hein. C'est juste que j'ai collecté plein de données, et après, je me contente d'aller chercher les séries les plus corrélées. Voilà, donc c'est un exercice très facile à faire. Tant qu'on fait ça pour s'amuser, ça va. Le problème, c'est quand on commence à faire ça sérieusement et qu'on essaye d'expliquer les choses comme ça. Donc, c'est un biais, donc c'est ce qu'on appelle les spurious correlations, donc des corrélations fallacieuses, qui nous donnent l'impression qu'on a compris quelque chose avec cette corrélation. Et non, on n'a rien compris, on a juste observé des corrélations. Je reviendrai sur un point, je reviendrai sur ce point-là d'ailleurs dans une section sur les séries chronologiques. Donc, j'essaierai de parler en particulier des séries chronologiques multivariées pour essayer de se dire est-ce qu'on peut établir des liens de causalité. Et on peut arriver à des choses assez surprenantes, okay, sur lesquelles je reviendrai. Donc, par exemple, comment est-ce que j'ai une série où on a le nombre de personnes qui utilisent leur vélo de mémoire à Stockholm et on a la température ce jour-là. Donc, les séries sont très corrélées. On se doute bien que c'est parce qu'il fait beau que les gens utilisent leur vélo, mais je peux aussi vous montrer que certaines personnes pensent que c'est parce que je fais du vélo qu'il va faire beau. Okay, donc la corrélation dans les séries temporelles, on se doute dans quel sens ça marche, mais il faut faire très attention, c'est qu'on peut avoir des fois des interprétations complètement fausses. Donc quand je l'ai fait dans des exemples amusants de ce genre-là, on voit que c'est faux, mais c'est possible de les faire dans un contexte totalement différent et dire des choses tout aussi fausses, mais qui paraissent sensées. Donc c'est là-dessus où je mets un petit peu en garde sur le fait qu'il faut faire très attention sur l'interprétation des données. Et le dernier point sur lequel je vais revenir, donc je vais lister un petit peu les différents types d'erreurs qu'on peut commettre, les différents types de biais. Donc le premier type de biais, c'est un biais de mesure.
Donc, des fois, certaines informations sont mal mesurées. Ok. Et ça, il faut faire attention. Donc, un exemple classique, ça va être le revenu. Donc, si jamais on demande à des gens quel est leur revenu, il faut faire attention. C'est que la notion même quand on pose la question peut être mal comprise ou comprise différemment par différents types de personnes. Euh, Ce qu'on peut observer des fois, c'est qu'en plus, quand on commence à demander le revenu, les personnes qui ont des très hauts revenus n'ont pas très envie de le donner. Okay, donc, on va se retrouver en plus avec un biais qui n'est pas exactement un biais de survie, mais qui est un biais de sélection, okay, qui est un biais de valeur manquante aussi. Donc, certaines personnes qui ne répondent pas sont dans certaines catégories. Okay. Dans certains cas, on a des notions de self-reported. Donc, les personnes déclarent elles-mêmes des choses. Donc, c'est assez souvent le cas en médecine, par exemple. Donc, si jamais vous voulez savoir si jamais les gens, euh, euh, par exemple, post-opération, est-ce qu'il vaut mieux soigner les gens à l'hôpital, laisser les gens à l'hôpital ou les faire rentrer chez eux? On va leur demander est-ce que vous vous sentez bien sur une échelle de 1 à 10, est-ce que vous êtes plutôt pas en bonne santé ou plutôt en bonne santé? Le problème, c'est que c'est dur de comparer. Donc, autant une personne peut avoir quelque chose de cohérent dans le temps, autant deux personnes peuvent avoir des jugements très différents de ce que doit être leur bon état de santé. Il y a aussi autre chose, j'en parlerai un petit peu plus tard quand on fera des estimations de proportion. Il y a certaines questions pour lesquelles on sait que les gens mentent. Donc, si jamais je demande à quelqu'un est-ce que vous avez déjà menti en remplissant votre déclaration d'impôt, on sait que les gens n'ont pas très envie de répondre. Donc, il y a des moyens pour faire parler, en tout cas pour récupérer des informations dans les questionnaires qui sont connus, mais on imagine que si jamais je ne corrige pas de cet effet de réponse évasive, on va avoir un biais dans nos données. Un autre biais, c'est un biais des stéréotypes. Donc, on a des idées préconçues. Alors ça va être en particulier le cas en intelligence artificielle sur la reconnaissance faciale. C'est qu'on va se douter que, voilà, je raisonne de manière un peu simpliste, mais les criminels ont plutôt la peau noire. Donc, si jamais je veux construire un bon algorithme prédictif, j'ai intérêt à avoir des données essentiellement sur des populations de personnes à population à peau noire. Et donc, je vais créer un biais forcément. Je vais alimenter mon modèle avec des données qui ne sont pas forcément des données exhaustives. Et donc, quand tout d'un coup, on aura un individu de type asiatique, on aura une peau qui sera très différente et l'algorithme ne saura pas faire des bonnes prévisions. Donc, on va avoir une amplification en fait de tous les biais qui sont. Donc, je vous renvoie aussi un article qui montre que tous les biais sexistes et racistes sont en fait amplifiés essentiellement parce que les données qui sont utilisées euh, sont biaisées. La manière dont les données ont été collectées sont biaisées par les personnes qui collectent les données. Et le dernier, c'est le paradoxe de Simpson, mais là, je vais avoir une capsule dédiée sur ce sujet-là. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et on continuera sur d'autres capsules.